Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer des photos. D'accord? Et vous allez devoir participer, hein, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Et vous allez devoir essayer de m'expliquer quelles sont, d'après vous, toutes les problématiques qui pourraient être en lien avec la recherche opérationnelle sur cette photo. D'accord? Je vais vous présenter plusieurs photos et c'est à vous d'essayer de les déterminer. Alors, bien évidemment, c'est un travail qui est... je vous donne déjà les réponses dans le polycopier. Donc, je vous invite à ne pas regarder le polycopier pour le moment, ne pas trop lire ce qu'il y a dedans, parce que là, c'est une discussion qu'on va avoir. Et les réponses que je vais vous donner, elles peuvent être un peu différentes de ce qu'il y a dans le poly. C'est pas très grave. Ce qui est important, c'est vraiment de déterminer l'ensemble des problématiques. Bon, bah voilà. Donc, du coup, je vous laisse participer et me proposer quelles peuvent être les problématiques issues de la recherche opérationnelle. Et s'il vous plaît, me forcez pas à vous interroger un par un dans l'ordre alphabétique. Il y a une grosse problématique au niveau des placements, Alors, que ce vas-y. soit les containers. Ouais. C'est-à-dire. Il faut bien, par exemple, un bateau, combien de temps reste-t-il à quai? Ouais. Et après, faut faire tourner, etc. En fait, tu vois. Alors, je suis tout à fait d'accord, mais tu mélanges un peu les problèmes. Ah. Par exemple, est-ce qu'il faut minimiser le temps de mise à quai d'un bateau, Hmm. ou est-ce qu'au contraire, il faut faire partir le plus tôt possible les bateaux pour lesquels les denrées sont les plus périssables? Bah, les deux, je dirais, non? Ah bah oui, mais tu vois que c'est pas si simple. Hmm. Tu peux avoir un bateau qui pourrait avoir 1 heure de chargement et partir, mais peut-être qu'on va pas le faire passer en premier, parce qu'il y a un bateau qui mettra 10 heures à être chargé, mais dont les denrées ont juste 2 jours de DLC, tu vois? Voilà, je disais que c'était une problématique, les bateaux. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et alors ensuite, quand vous avez des bateaux qui arrivent, vous avez vu ils ont des emplacements. Alors ces bateaux, ils sont en train d'attendre à l'entrée du port. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'embouteillage non plus. Donc effectivement, il faut fluidifier tout ce trafic. Alors, quelle autre problématique on peut trouver aussi? Qui est un peu liée d'ailleurs. En termes de place pour des conteneurs Ouais, et de mettre vas-y. le plus de conteneurs possible sur le port. Alors, mettre le plus de conteneurs possible, je sais pas. L'objectif, c'est de faire transiter les marchandises. Donc, tous les containers qui sont présents, c'est des containers qui sont soit en attente de chargement, soit enfin, non, c'est que des containers qui sont en attente de chargement. Soit vers les bateaux pour les exporter, soit vers les camions pour les emmener vers les supermarchés, enfin les centres de distribution. Tu comprends? Oui, oui. Voilà. Donc, alors, par contre, l'emplacement des containers, ça va être important. Parce que quand on va vouloir charger un container, s'il est tout en dessous de la pile de containers, ça veut dire qu'on va devoir décharger, enfin, déplacer tous les containers qui sont au-dessus de lui pour ensuite accéder au container et le placer sur le bateau. Donc, en ce sens, on va ralentir le temps de chargement. Donc ça veut dire que on va avoir une pile, rappelez-vous les piles en L2, hein, telle que cette fois-ci, ça ne sera pas une pile dans le sens le dernier arrivé, le premier parti, mais ça sera plutôt une file de priorité, c'est-à-dire que c'est l'élément qui doit partir le plus vite possible, enfin le plus tôt, qui va devoir être au sommet de votre pile. Donc ça nécessite une organisation. Et par exemple, on peut profiter qu'un bateau est en train de quitter le quai pour réorganiser l'ordre des containers d'une certaine pile. Quoi d'autre comme problématique?
Allez, Solène, t'as le droit de parler, hein. Oh non, toujours moi, monsieur. Bah oui, mais c'est toi, t'as dit je dirai plus rien, donc forcément que... Bah non, mais j'ai déjà participé du coup. Enfin, vous savez que je suis là. Bah oui. Ah, mais... Euh, En vrai, je sais pas trop, hein. Moi, je suis pas forte à ce genre de choses, genre. Ah bah il va falloir devenir forte, hein. Genre, c'est mal rangé, quoi. Un peu. Alors, Mais alors ça pourrait être mieux organisé, je pense. bah je sais pas. Très honnêtement, je suis pas un expert en placement des containers, donc je ne sais pas. Mais vous imaginez bien que tous les containers sont numérotés et qu'on sait où se trouve chacun des containers. Alors bien évidemment, il peut y avoir des pertes. Ça arrive, hein. Vous avez déjà vu l'émission. Euh, il y a une émission américaine qui est vraiment mauvaise, mais qui en même temps est très hypnotique, où il y a un container perdu et qui a été réclamé par personne, et au bout d'un certain temps, bah, le port a le droit de revendre le container, et il y a une mise aux enchères, mais les gens ne savent pas ce qu'il y a dedans. Alors ils mettent aux enchères, et puis des fois ils trouvent des légumes pourris, bon bah pas de bol, et puis des fois c'est un container rempli de tablettes d'iPad ou de choses comme ça. Vous avez jamais vu cette émission? Bon, ce truc-là, Non. eh ben, ça implique que il y a une logistique, il y a une organisation pour le suivi des différents containers, et que malgré ça, de temps en temps, il y a des pertes ou des vols. D'accord? Et que il faut que toute l'organisation que vous mettez en place puisse survivre à des incidents, parce qu'il y aura des incidents. D'accord? Il ne faut pas que le moindre petit incident paralyse toute votre organisation. Alors, quand on parle d'incident, par exemple, vous voyez, en bas, il y a des camions. Et il arrive, comme chauffeur routier, c'est un métier qui n'est pas si simple que ça quand même, hein, c'est vraiment un métier qui peut être dur, que les chauffeurs se mettent en grève. Oui, c'est Pawn Star, c'est ça, ouais, c'est un peu... Je vois qu'Ethan est un expert. Et voilà, donc il arrive que les camions, les chauffeurs routiers fassent grève. Mais s'ils font grève là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va tout bloquer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien qui sort, donc ils bloquent les bateaux, ils bloquent les autres routiers qui veulent travailler, et vous avez des denrées qui risquent d'être perdues. Donc il faut que votre organisation tienne compte du fait que potentiellement il peut y avoir des grèves. Voilà. Bon, écoutez, on n'a pas tout traité sur cette image-là, mais bon, on a traité un certain nombre de problématiques. Monsieur, Ouais. Oui. le poids des containers, ça pourrait pas être problématique? Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que normalement, ça, c'est quelque chose qui doit être prévu en amont. C'est-à-dire que quand un bateau il va accepter des containers, je pense qu'il est capable d'accepter tant de containers, et qu'on considère que les containers, ils n'ont pas le droit d'avoir plus de tant de poids. À mon avis, ça doit être pesé, hein. Donc je suis pas sûr que ce soit une véritable contrainte, parce que ça, c'est quelque chose qui arrive en amont du transit. Je pense, hein. Oui, d'accord. Mais je suis pas sûr. Encore une fois, je suis pas un expert, hein. Voilà. Allez, essayez de me trouver les problématiques de cette image-là. Ah bah là, il y a les pistes d'atterrissage, non? Déjà, et les pistes de décollage. Ouais. On voit bien que ça pose problème dans Die Hard 2, parce que c'est complètement immobilisé. C'est un peu parenthèse. Bah oui, non, mais c'est pas idiot, parce que... alors, ce que tu dis, effectivement, ça veut dire que si il y a un problème sur les pistes, qu'elles sont toutes pleines ou qu'on ne peut pas y accéder, ça veut dire qu'il faut avoir prévu au préalable une solution de repli. Si on prévoit une solution de repli, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les avions ont suffisamment de kérosène pour pouvoir aller à l'autre aéroport.
Ça a l'air de rien. Mais plus il y a de kérosène dans un avion, plus il est lourd. Plus il est lourd, plus il consomme de kérosène. Donc plus ça coûte cher de voler. Et donc, pour minimiser les coûts, il faut minimiser la quantité de kérosène. Et alors, il y a des entreprises, c'est là qu'on peut voir la qualité des entreprises, sans les citer. Je sais qu'il y a beaucoup de compagnies aériennes qui vont mettre justement du kérosène en plus au cas où il y aurait un problème. Et il y a des compagnies qui refusent de le faire et qui vont minimiser au contraire la quantité de kérosène. Et en particulier, ça implique quoi? Que quand il y a, vous êtes obligé il y a un incident sur l'aéroport et qu'il y a peu de place, eh ben, les compagnies qui utilisent le moins de kérosène, on ne va pas faire s'écraser l'avion, évidemment. Donc, ils passent en priorité. Et donc, vous, quand vous êtes dans l'avion de la bonne compagnie qui est sérieuse et tout ça, vous tournez en rond au-dessus de l'aéroport. Voilà. Mais bon, vous voyez qu'il y a une question d'optimisation des coûts, rien que sur l'accessibilité de l'aéroport. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur ce truc-là? Monsieur, Ouais. moi je dirais que ça prend du temps les contrôles techniques et les compagnies aériennes elles perdent de l'argent tant que l'avion il n'est pas en vol. Du coup, le problème c'est de faire les contrôles techniques au plus vite. Alors, il y a toute cette logistique-là, effectivement, qui est qu'un avion au sol, c'est un avion qui ne rapporte pas. Et même, c'est un avion qui coûte, parce qu'il me semble que le temps de présence sur l'aéroport est facturé à la compagnie aérienne. Donc, l'intérêt des compagnies, c'est de partir le plus vite possible. Mais on est bien d'accord que il y a une concurrence entre les différents vols pour partir, parce qu'on ne peut pas placer tous les avions sur toutes les pistes en même temps. Il y a il y a un nombre de places qui est limité, un nombre de quais d'embarquement qui est limité. Donc, effectivement, il faut minimiser le temps de présence des avions sur le sol. Alors, il faut minimiser le temps de présence sur le sol, j'ai envie de dire, pour les compagnies aériennes, pas nécessairement pour l'aéroport. Parce que lui, il facture à l'heure, donc du coup, plus un avion est présent, plus il rapporte. Quoi d'autre? L'aéroport en lui-même, je dirais, quelle forme il a? Exactement, parce que si on met des pistes d'atterrissage verticales, toutes droites, Initialement, alors, je crois que dans le Poly, je vous mets le lien vers une vidéo qui est géniale, qui vous montre l'évolution de la forme des aéroports. Initialement, on n'avait qu'une seule piste, avec au bout un hangar pour un avion. Et puis un jour, ils se sont dit, quand même, on va doubler le trafic. Alors du coup, ils ont mis un hangar de chaque côté de la piste, et puis il y avait 2 avions. Et puis finalement, ils se sont dit, on va encore doubler. Donc là, ils ont fait 2 pistes qui se croisaient, d'accord? Ça faisait une croix. Et puis il y avait 4 hangars, et ainsi de suite. Ça a évolué, jusqu'à ce qu'on arrive à cette forme de cercle autour du hall d'embarquement, qui est en fait la solution optimale pour augmenter, enfin, ça nous permet d'avoir le plus d'avions possible qui chargent des passagers en même temps. Donc la forme de l'aéroport, elle-même, elle est issue d'un travail d'optimisation, et donc c'est absolument pas négligeable, effectivement. Quoi d'autre? Bon, alors, je vous aide un petit peu. En bas, vous voyez qu'on a les voitures. On a un gros parking. Et bien ça, gérer les automobiles, enfin le flux d'automobiles, c'est quelque chose qui aussi est extrêmement complexe. Plus les gens vont attendre pour passer un contrôle technique, pour tous les contrôles de sécurité, voilà. Plus les gens attendent, plus les accompagnants restent avec eux. Et plus il y a de voitures dans le parking. Donc, il faut minimiser le temps de présence des gens dans l'aéroport qui décolle le plus vite possible pour que les accompagnants repartent le plus vite possible. Il faut que les gens puissent retourner à leur voiture le plus rapidement possible. Donc, il faut que le parking
soit extrêmement accessible. La forme du parking en lui-même n'a pas été conçue n'importe comment. D'accord ? Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en voiture sur un aéroport français, mais je ne sais pas si vous avez vu le nombre de branchements et tout ça. C'est quand même quelque chose qui n'est pas simple du tout. Et tout ça, c'était organisé pour optimiser le flux, même si ça devient compliqué pour les gens. Voilà. Bon. Cela étant, y a des tas d'autres problématiques, hein. On pourrait parler des plans de vol, parce que les avions n'ont pas le droit d'être trop près les uns des autres. D'accord ? Donc ça aussi, c'est une problématique. Il faut organiser. Et il faut une coordination au niveau international, parce qu'évidemment, c'est pas un aéroport qui choisit le plan de vol, c'est une coordination, voilà. Les avions n'ont pas le droit de voler à l'altitude qu'ils souhaitent. Il y a des couloirs aériens qui sont clairement délimités pour justement éviter les accidents. Parce que ce qu'on souhaite, un des critères d'optimisation, c'est de minimiser le nombre d'accidents. Parce que même si l'avion reste l'un des moyens de transport les plus sûrs, un accident, ça marque vraiment les esprits et ça peut faire très peur. Bon, voilà. On passe à une autre image. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ça ? C'est plutôt complexe. Juste une question, attendez. Marianne, tu dis il y a des quantités minimum légales en cas de problème quand même. C'est de quoi tu parles ? C'était quand vous parliez du kérosène. Ah, c'était le kérosène. Oui, oui, ouais, bah, il y a des quantités minimum légales, mais je crois qu'il y a une compagnie basée en Irlande qui ne respectait pas justement ces réglementations-là. Et justement, je crois qu'il y a eu... Enfin, il faudrait que je retrouve l'article, mais je crois que ça a posé des vrais problèmes de sécurité. Voilà. Bon, revenons sur cette image-là. Tu disais, excuse-moi, je t'ai interrompu. Qui c'est qui parlait ? Ah oui, excusez-moi. Non, c'était pour répondre à la question que vous posiez sur le commentaire de Marianne. Ah, d'accord, d'accord. Mais sinon, pour l'image, je pense que le problème, c'était d'optimiser le trafic. Voilà. Alors, optimiser le trafic. Vous voyez, l'un des problèmes qu'on va rencontrer quand on va créer des nouvelles voies de circulation, c'est qu'on est confronté à un problème à un instant T. Donc, par exemple, il y a un flux qui va vous être donné, un flux X. Si vous proposez une solution pour le flux X, eh bien, dès que le trafic va augmenter et qu'on va arriver à X plus 1, eh bien, vous allez créer des embouteillages, des choses comme ça. Ça veut dire qu'on est obligé d'anticiper. Le problème, c'est que anticiper un flux automobile, c'est bien de le faire, généralement on arrive à le faire sur quelques années, mais on ne peut pas anticiper le flux automobile sur 20 ans. Et c'est pour ça qu'en région parisienne, concrètement, prendre le volant, ça devient un enfer. Et il y a une telle densité que ça devient vraiment problématique. Voilà. Alors, Akan, t'as raison, hein. Il faut calculer le nombre de voies pour minimiser les bouchons. Alors, c'est pas que le nombre de voies, c'est aussi la capacité d'absorption du réseau sur chacune des voies. Parce que, imaginez, il y a un accident sur une voie. Est-ce que ça va impacter uniquement cette voie-là, ou est-ce que les bouchons vont augmenter de telle sorte que ça va bloquer les voies d'insertion et donc ça va bloquer le reste du réseau ? Vous voyez, ça c'est une chose dont on doit tenir compte. Alors, de la même manière, j'ai envie de vous dire que, comme pour l'aéroport, il y a une vidéo qui est assez formidable, qui vous montre la solution optimale. Il y a des logiciels de simulation de flux automobiles, et qui vous montre la solution optimale sur une intersection en fonction du nombre de véhicules qui passent à un instant donné.
Et donc, quand il y a très peu de voitures qui passent sur une intersection, on peut mettre un feu, ou même pas, un céder le passage. Au bout d'un moment, il faut mettre un stop. Au bout d'un moment, il faut mettre un feu rouge. Au bout d'un moment, on passe à un rond-point. Au bout d'un moment, on fait des échangeurs, etc., etc. Et vous voyez la capacité maximale du flux automobile en fonction du type de solution qui est proposée. Et vous verrez que c'est assez extraordinaire de voir que via un aménagement comme celui-là, en fait, on est capable d'augmenter considérablement la quantité du flux automobile par rapport à des intersections classiques. Monsieur, Ouais, j'avais une question, tout ça, ça me fait penser à la fouloscopie, donc l'analyse des mouvements des foules, etc. Et j'ai entendu un gars qui disait que, par exemple, ces recherches servaient dans le cadre des salles de concert où, devant les sorties, en cas de mouvement de foule, ils mettaient en fait une espèce de barrière pour que les gens se divisent en fait devant la barrière avant de sortir. Et est-ce que là, c'est de la recherche opérationnelle ou pas, par exemple? alors, en fait, justement, la recherche opérationnelle, elle fait intervenir de nombreuses disciplines. Et en fait, tu peux voir la recherche opérationnelle comme une sorte de coordination, coopération entre différents domaines de recherche. Et donc, évidemment, la gestion des flux, ça va passer, ça peut être considéré comme de la recherche opérationnelle. Maintenant, il faut savoir qu'une foule, étonnamment, ça peut être considéré comme un fluide. Et la dynamique des fluides, ça, c'est de la physique. Tu vois? Donc, j'ai envie de te dire que d'une part, on va être sur de la physique pure. Ensuite, on va assimiler ce truc-là, ces fluides, à une foule. Et puis après, la foule, on va essayer de trouver des moyens de minimiser le nombre de blessés si jamais il y a un mouvement de foule, etc., etc. Donc, oui et non. C'est comme d'habitude, c'est une coopération entre différentes disciplines scientifiques. Ok. Alors, acheminement de l'électricité. Allez, lâchez-vous. Bah là, c'était ce dont vous parliez tout à l'heure, là, c'était la loi du plus court chemin. Ouais, alors vas-y, redis. C'est-à-dire que on va pas. Le but, c'est quand même de minimiser je vais y arriver, la distance de câble qu'on va implanter, et donc de faire passer, de recouvrir le plus d'endroits avec le moins de câbles possible. Ouais, donc là, il faut optimiser le maillage au niveau du territoire. C'est-à-dire que tu peux pas avoir une distance trop importante entre la source de production et la source, le puits de consommation, parce que effectivement, sinon tu as une déperdition d'énergie et donc on perd de l'argent. Ça, ok. Quoi d'autre? Pour répondre à la demande d'énergie, Ouais, par exemple, le matin, quand tous les ménages se réveillent, je pense qu'il y a une forte demande d'électricité. oui. Du coup, il faut avoir un nombre suffisant de lignes électriques qui puissent acheminer à quantité voulue l'électricité. Alors oui, alors normalement, le réseau, hein, le réseau de câbles, hein, il est conçu pour être capable d'absorber les plus grands pics. Mais c'est vrai que il faut avoir une chose en tête, c'est que c'est pas magique un réseau électrique, et que si vous avez une distorsion, une différence trop importante entre la production et la consommation, ça peut faire péter votre réseau. Alors, c'est dans le poli, je vous ai mis un exemple, il me semble, d'un incident qui est arrivé en Italie, où en fait, il y a eu une forte divergence entre la production et la demande, je ne sais plus dans quel sens. Ça a fait sauter le réseau local. Le fait que le réseau local saute fait que la demande en énergie, qui restait globalement la même, a été reroutée sur le reste du réseau.
Ce qui donc a produit un effet domino et a fait péter le réseau du niveau supérieur, qui lui-même a fait péter le réseau du niveau supérieur, etc., etc. Et on est arrivé à un blackout de l'Italie, il me semble, pendant 24 à je sais plus combien d'heures, mais c'était un truc assez important. Ce qui pose question sur des tas de moyens de production. Par exemple, que se passe-t-il si on a une centrale solaire, d'accord, qui fonctionne avec l'énergie du soleil? Si on a un gros nuage, la production baisse, mais d'un coup. Tout d'un coup, le nuage passe, la production remonte. Et ça veut dire que le réseau, il va devoir être capable d'absorber ces variations de production. Et ça a l'air très simple comme ça, mais ça ne l'est pas dans la réalité. Je sais qu'à une époque, la solution qui avait été trouvée, c'était d'éteindre pendant certaines périodes les centrales électriques. D'accord? C'est-à-dire quand on savait que la météo était très bonne, bon, bah, il n'y avait pas de problème, on laissait la centrale solaire en marche. Et puis quand il y avait des nuages non constants, eh bien là, on éteignait parce que sinon, ça faisait des sursauts sur le réseau électrique. Et c'est vraiment pas une solution simple. Placer les câbles tout en prenant compte du climat. Alors, oui, évidemment. Alors, plus largement que ça, on va aller sur placer les câbles. On est d'accord que voir des câbles comme ça qui traversent la plaine, c'est pas agréable et que les gens ne veulent pas vivre proche des câbles. Ça, c'est normal. Alors, une solution toute bête, c'est d'enterrer les câbles. Enterrer les câbles, ben, on ne peut pas le faire partout. Quand vous traversez un lac, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas faire passer des câbles si la zone elle est protégée. Et en fait, votre maillage, il va devoir prendre compte de contraintes comme l'écologie, comme la préservation du paysage, etc., etc. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Et ensuite, pour le climat, il est vrai que si ça gèle trop ou qu'il y a trop de neige ou des choses comme ça peut faire tomber vos câbles. Si votre câble il pète, bah, ça peut produire un effet comme en Italie, avec un effet en cascade. Donc c'est vraiment quelque chose où vous devez faire attention parce qu'effectivement, voilà, ça peut poser des problèmes. Donc on doit prendre en compte, on peut proposer la solution d'enfouir les câbles. Mais évidemment, pourquoi on n'enfouissait pas les câbles avant? Parce que ça coûte plus cher de les enfouir. Et que dès qu'il y a une intervention, cette intervention, elle coûte plus cher. Parce qu'il faut d'abord ouvrir la tranchée pour pouvoir accéder au câble. Encore une fois, on souhaite minimiser les coûts tout en tenant compte de l'ensemble des contraintes. Voilà. Alors, je vous laisse regarder ça, je reviens dans 1 minute. Et puis, on va faire passer quelqu'un qui n'est pas passé. Hein? À tout de suite. Alors, que pouvez-vous me dire sur ça?
Pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose. Alors, quand on parlait du réseau électrique, on a parlé d'une chose qui était que il y a une déperdition d'énergie sous forme de chaleur qui est proportionnelle à la longueur du câble. Grosso modo, plus un câble est long, plus on perd d'énergie. Plus on perd d'énergie, plus il fait chaud. Maintenant, regardez la densité de composants sur cette carte. Quand vous voyez tous les petits traits, ça c'est des lignes électriques en fait. Donc, certes, sur une petite ligne comme ça, il y a une déperdition qui est très légère. Mais finalement, plus il y a de lignes, plus il y aura de déperdition. Plus il y aura de déperdition, plus il y a de chaleur. Plus il y a de chaleur, plus ça risque de cramer. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Bah, faut ventiler. Alors, oui, alors, bien sûr, tu peux ventiler. Mais tu peux déjà essayer de réduire la longueur des fils. Oui, certes. Voilà. Si ton objectif, c'est minimiser la somme des longueurs des fils, ça veut dire que tu ne peux plus placer les composants là où tu veux. Ça dépend de quel composant est connecté à quel composant, et c'est l'aspect global que tu dois prendre en compte. Tu vois? Donc, Ouais, je vois. D'ailleurs, il y a des gens qui ont mis des commentaires, monsieur, dans le chat. Et c'est assez intéressant. Enfin, plus que ce que je dis, je trouve. Alors, tu vois, par exemple, Léa, tu dis il faut que les composants qui vont ensemble soient à côté. Peut-être, mais là, c'est que tu prends les composants 2 à 2. Et ce qui n'est pas sûr, c'est que minimiser la distance des composants 2 à 2, ça minimise ta solution globale. Tu peux être amené à avoir 2 composants qui pourraient être mis côte à côte. Mais en fait, ça se trouve, ça serait peut-être intéressant de les mettre éloignés les uns des autres pour permettre à d'autres composants d'être un peu plus proches. Parce que peut-être que finalement, la densité, la somme des longueurs de câbles va être en ta faveur. Donc là, vous devez faire attention à ne pas confondre une optimisation locale avec l'optimisation globale. D'accord ? C'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Alors, rime. La qualité des matériaux utilisés, c'est-à-dire, au-delà de ta déclaration d'amour pour Solène. Qu'est-ce que... Si on utilise des matériaux cheap, je sais pas, ça va fondre et ça va tout péter. Alors, effectivement, il y a des matériaux qui résistent mieux à la chaleur, mais évidemment, ça va augmenter le prix de la carte. Donc là, on va arriver à un compromis en termes de qualité de matériaux et prix de la carte. On sait que le public peut accepter un certain prix, et en fonction de ce prix, il faut dégager une marge, et ensuite, combien on peut dépenser dans les composants. Et c'est ce qui va dicter la qualité des matériaux. Moi, par exemple, quand j'étais à votre place en tant qu'étudiant, j'avais récupéré un vieil ordinateur que j'avais monté ma LAN à la maison, j'avais plusieurs ordis qui tournaient et tout ça, et j'en ai un, le ventilateur du processeur était mort. Bon, donc je l'avais désossé, il tournait, mais j'avais mis un ventilateur à la main à côté dessus, un ventilateur électrique à côté, donc bon, c'était pas une solution terrible. Et il se trouve que ça a tenu un certain temps, mais un jour j'ai lancé des calculs un peu trop importants, ça a un peu plus chauffé. Et j'ai un condensateur. Alors les condensateurs, je suis pas sûr parce que là c'est la vue de dessus. Mais j'ai l'impression que c'est ces trucs-là, là. Vous voyez, ici, là, ces gros trucs-là. Je crois que c'est ça. Et j'ai un condensateur qui a trop chauffé et qui a explosé. Je peux vous dire qu'on a l'impression qu'on tire un coup de carabine à côté de vous. Hein. C'est un truc, voilà, je vous le souhaite pas parce que c'est... Voilà. Ok.
Alors, bon, on a parlé de la qualité des matériaux, du prix, on a parlé de la minimisation de la déperdition d'énergie, on a parlé des ventilateurs. Et également, on peut regarder le bon placement des composants. Oui, bah c'est ça. L'emplacement des composants va impacter directement la distance totale des fils et donc la déperdition d'énergie. Et après, suivant qu'ils sont plus ou moins proches, ça va augmenter plus ou moins la rapidité de communication entre deux composants. C'est aussi important. Alors, au-delà de ce que vous voyez sur la carte, on peut aussi s'interroger sur la capacité de production d'une telle carte. Vous voyez qu'il y a des composants. Généralement, l'usine qui va produire la carte, elle va assembler des composants qu'elle a achetés ailleurs. Et alors, c'était il y a quelques années, c'est pas très vieux, hein, mais je crois que c'est 4 ans, 5 ans. Il y a eu un tremblement. Non, pardon, excusez-moi, c'est débile. C'est Fukushima, vous vous rappelez? Il y a eu un tremblement de terre au Japon, et ça en est suivi un raz-de-marée. Et donc, il y a une centrale qui a pété, enfin bon, c'était l'horreur. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a des usines qui ont été mises à l'arrêt. Le problème, c'est que, comme les usines sont dimensionnées en fonction de l'offre et de la demande, si une usine s'arrête, ça veut dire qu'il y a moins d'offres pour toujours autant de demandes. Et il y a des composants qui étaient importants pour les disques durs qui ne pouvaient plus être produits. Et donc pendant, je crois que 3 à 6 mois, on avait la production internationale de disques durs qui avait été divisée par 2 ou par 3. Et donc le prix des disques durs s'est tout de suite envolé. Alors c'était les SSD, il me semble, mais je suis pas sûr. Le prix s'était envolé parce que justement, il n'y avait plus de composants. Et donc vous voyez que, encore une fois, on en arrive à toute la logistique de l'approvisionnement pour produire un produit. Voilà. Alors, là-dessus, que pouvez-vous me dire? Alvar, qu'est-ce que tu peux me dire sur ça, d'après toi? Mais j'ai pas compris l'image. Alors, t'as... on va dire que tu as des containers, que tu as des ressources. C'est pour approvisionner les troupes qui sont en opération, je ne sais pas dans quel pays. Il faut bien les approvisionner, leur envoyer du matériel. Optimiser la quantité. Alors, c'est-à-dire, c'est quoi optimiser la quantité? Oui, ça peut être pour Dorian aussi. Oui, Dorian, là, ça peut l'intéresser aussi, vu que Armimène. Bon, alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on souhaite Parce que optimiser la quantité, qu'est-ce que ça veut dire? Des troupes, si c'est l'armée, par exemple, on ne peut pas toujours envoyer des gros avions. Ouais. Donc, il faut choisir la bonne taille de l'avion par rapport à aussi tout ce qu'on peut mettre dedans. Alors, si on a des troupes qui sont déployées, elles ne sont pas forcément proches d'un aéroport. Donc, effectivement, on peut avoir un problème d'approvisionnement. Alors, souvent, tu peux larguer quand même les trucs. Vous avez sûrement vu des images comme ça où il y a des munitions, tout ce qu'il faut pour les troupes, de la nourriture, tout ça, qui sont parachutés. Alors, il faut savoir que le parachutage, ça ne marche pas à tous les coups, hein. Il y a des pertes. Donc, vous n'avez pas intérêt à être en dessous quand le parachute ne s'ouvre pas. Ou qu'il y a un problème, je ne sais pas, il y a un oiseau qui se prend dans un truc, enfin bon. Et donc, ça veut dire que quand vous parachutez des denrées, vous ne pouvez pas les parachuter au-dessus de vos troupes, d'accord? Donc vous êtes à un endroit particulier qui a été défini pour ça. Mais cet endroit, cette zone,
Et il ne faut pas qu'elle soit trop proche d'un éventuel front, parce que sinon, c'est les gens d'en face qui viennent récupérer tout votre approvisionnement. Donc ça serait pas bien. D'accord ? Alors ensuite, alors c'est pas sur l'image, mais je tiens quand même à en parler parce que c'est assez important. Quand vous avez des troupes qui sont déployées, vous ne connaissez pas leur emplacement en temps réel. Parce que si les troupes, si vous avez une unité qui vous tient au courant, minute par minute, d'accord, de là où ils sont, bah, potentiellement, cette communication, elle peut être interceptée. Et il n'y a pas besoin que l'adversaire soit au courant minute par minute d'où se trouvent exactement les troupes. D'accord ? Donc, il y a une certaine mobilité. Et en particulier, je sais que... Alors, c'était pendant la première guerre du Golfe. Donc, ça commence à dater, hein. Mais on parle des Américains. Et ils avaient des camps militaires qui avaient été mis à plusieurs endroits, et les troupes bougeaient d'un camp à l'autre. Donc il y avait des périodes où les camps étaient pas vides, hein, mais, parce qu'il y avait toujours une garnison minimale, mais il y avait toujours des gens dans le camp, mais les troupes étaient parties. Et quand votre approvisionnement pour les troupes arrive dans le mauvais camp, parce que entre-temps la situation a changé et que les troupes ont dû aller dans un autre camp, eh ben, c'est un peu foireux, parce que ça veut dire que vos troupes ne sont pas approvisionnées, et que en plus, elles sont déployées ailleurs. Alors ensuite, on parle d'une armée qui est assez riche. L'armée des États-Unis, c'est pas n'importe quelle armée. Et en particulier, les armées comme ça prennent soin de leurs soldats. Et en particulier, ils distribuent de la glace. Alors cet exemple de la glace, il est bête, hein. Mais comment vous amenez de la glace en Irak ou des choses comme ça. Vous êtes nécessairement dans des containers qui sont réfrigérés. Mais quand vous mettez les marchandises dans les différents containers, vous pouvez commettre des erreurs sous le stress, sous la pression, sous la vitesse, tout ça. Et donc il est arrivé que des containers de glace que la glace soit placée dans des containers non réfrigérés. Bon, il y a de la glace fondue qui arrive. Les gens, ils en mangent pas, hein. Et donc, voilà, vous voyez que entre le ravitaillement qui arrive au mauvais endroit, le ravitaillement qui n'est pas suffisamment bien protégé, par exemple des denrées alimentaires qui ne sont pas réfrigérées, ou alors des erreurs dans la livraison, c'est-à-dire que vous avez deux groupes de militaires et on va livrer les munitions à un groupe alors qu'ils ont déjà leur stock de munitions, et l'autre groupe qui était en attente ne reçoit rien. Donc vous avez un groupe qui a 2 fois trop de munitions, donc c'est dangereux parce qu'il ne faut pas avoir trop de munitions, parce que si ça pète, c'est dangereux. Et puis en même temps, vous avez un groupe qui, lui, n'a pas ses munitions, donc c'est tout aussi dangereux, parce que s'ils sont attaqués, ils ne peuvent pas... ou en tout cas, ça limite leur capacité d'intervention. Et il me semble, donc peut-être que c'est une légende urbaine, là, parce que j'ai pas retrouvé d'article qui parlait de ça. J'ai cherché, j'ai pas retrouvé. C'est un de mes enseignants, moi, quand j'ai appris la recherche opérationnelle, qui nous disait ça. Que, grosso modo, lors de la première guerre du Golfe, les Américains, alors que c'est des monstres de logistique, perdaient un container sur 2. Alors, perdaient pas vraiment. C'est que le container n'arrivait pas au bon endroit, en bon état. Voilà. Donc il y avait de la glace fondue, il y avait des groupes qui recevaient 2 fois trop d'approvisionnement et d'autres qui ne le recevaient pas, etc., etc. Moralité, il y avait un container sur 2 qui arrivait correctement à destination. Et quelle est la solution qu'ils ont trouvée pour pallier ce problème ? Ça a été d'envoyer 2 fois plus de containers. Voilà. Alors, faut pas s'inquiéter, c'est pas forcément une perte monstrueuse en termes de valeur, parce que si vous perdez des containers, si vous envoyez 2 fois trop de munitions à une troupe, les munitions qui ne sont pas utilisées, vous les gardez, hein, et vous pouvez les réutiliser plus tard. Mais grosso modo, c'était la solution qu'ils avaient trouvée.